Bienvenue à ce deuxième numéro de votre magazine RDC Emploi. Les opportunités d'emploi formels tout comme informels, c'est dans tous les secteurs de la vie en République démocratique du Congo. Et plusieurs opportunités de création d'emplois se profilent dans les différents chantiers de la République. Un programme de reconstruction du pays prôné, imprimé par le président Joseph Kabila au cours de son premier mandat écoulé et aujourd'hui, programme réajusté à travers un nouveau concept dénommé la révolution de la modernité. Et dans ce numéro, Jean-Pierre Kalota Kayinga nous donne sa lecture de 5 chantiers à travers une sorte de bilan et perspective. Bienvenue Jean-Pierre Kalota. Merci de me recevoir. Justement, vous êtes acteur politique de l'opposition, mais une opposition modérée justement, parce que vous avez une autre façon de voir les choses. On découvre cela souvent à travers vos interventions sur Télé 50. Ce n'est pas de l'extrémisme, mais ce sont des interventions, plusieurs personnes le disent, équilibrées. Nous allons commencer par les infrastructures, qui est le premier chantier. Justement, quel est l'état des lieux de la situation depuis 2006-2007, le début même du premier quinquennat de Joseph Kabila? Voilà, parce que c'est vrai que lors des élections de 2006, le gouvernement issu de ces élections et le président de la République, en tout cas, ils avaient insufflé je dirais une dynamique pour la reconstruction du Congo, appelée les 5 chantiers, au travers des axes pour l'amélioration des conditions de vie des Congolais. Il y avait les infrastructures, l'éducation, le domaine d'eau et électricité, et le niveau santé et social des Congolais. OK. L'état des lieux au niveau infrastructure, il faut reconnaître que le Congo sortant d'une période de guerre et de troubles, et précédé d'une période, je dirais, de chaos issue d'une république passée, que le pays avait besoin d'être reconstruit. Reconstruit dans ses infrastructures, tout simplement un pays à dimension, je dirais, continentale. Nous ne sommes pas les seuls à avoir une dimension continentale ou le seul pays à avoir des dimensions continentales. Nous ne sommes pas le seul, mais ayant cette dimension-là. Le Soudan est là, l'Algérie est là. Oui, tout à fait, mais le Congo, non seulement par rapport à sa position géostratégique et géopolitique au cœur de l'Afrique, la gâchette de l'Afrique selon Frantz Fanon, nous avons en tant que Congolais des obligations vis-à-vis de la communauté internationale. Ayant une forêt telle que nous l'avons, ayant un territoire tel que nous l'avons, nous n'avons pas le droit à l'échec. Donc, il était du devoir des différents gouvernements, en tout cas, d'œuvrer pour que cette vision de Patrice Lumumba se réalise, qui était celui de la construction au cœur de l'Afrique d'une nation grande et prospère. Et vous étiez en train tout à l'heure de décrire ou de peindre un tableau très sombre avant l'arrivée de M. Kabila Joseph au pouvoir. Ben oui, mais vous savez, c'est un secret pour personne pour savoir que depuis les années 80, en tout cas la fin des années 70, le Congo était dans une situation, je dirais, de quasi-faillite et les infrastructures n'ont pas été renouvelées. S'en est suivi les guerres successives et la situation qu'a connue le pays. OK. Monsieur Kabila, le président de la République issu des élections en 2006, donne un ton. Les 5 chantiers de la République. Infrastructure, il faut le faire. D'accord. Je dis que dans les intentions, c'était ce qu'il fallait faire, n'est-ce pas? Aujourd'hui, quand on regarde un peu, si on peut parler de bilan, parce que vous avez parlé tout à l'heure du concept de la révolution de la modernité, qui n'est qu'une continuité, n'est-ce pas, à moins que je ne me trompe, de l'idée des 5 chantiers. En termes d'infrastructure, il fallait d'abord se poser pour voir 2006-2007, quel était l'état des lieux? Aucune infrastructure, je dirais aucune, complètement les routes délabrées. Chemin de fer, n'en parlons même pas. Port et aéroport, complètement détruits. Et qu'est-ce qui a été fait en ce moment-là? C'est vrai qu'il y a un programme de reconstruction de routes. Les routes sont reconstruites. Bon, il faut le reconnaître. Non seulement à Kinshasa, c'est pas un effet cosmétique, les 5 chantiers,
même si, n'en Là, déplaise... vous êtes au stade des réalisations, justement, suite à la situation que Kabila Joseph a héritée. Et là, au niveau des réalisations, bien des choses ont changé, bien des choses ont été transformées. Il faut le reconnaître. Vous savez, le problème au Congo, qu'on soit de l'opposition ou de la majorité, le problème des Congolais ou la souffrance des Congolais, l'avenir des Congolais n'a pas de couleur politique. C'est qu'une route, qu'on soit de l'opposition ou de la majorité, il faut la prendre. C'est pas parce que on peut se prétendre ou se dire de l'opposition qu'il ne faille pas reconnaître sur certains points les réalisations qui ont été effectuées. Mais après, il faut se pencher sur le problème, regarder par rapport à ce qui a été fait. Aujourd'hui, nous parlons de l'emploi. Quel est l'impact réel, je dirais, sur un des autres chantiers? Parce que vous savez, dans beaucoup de pays, les infrastructures, ou du moins quand l'État investit pour l'avenir du pays, investit pour les communications, les voies de communication, les infrastructures, que ce soit au niveau des routes, que ce soit au niveau des ports, que ce soit des aéroports, des chemins de fer et consorts, c'est pour permettre justement le développement du pays. On a besoin de ça pour les communications, pour l'évacuation des produits vivriers et consorts. Mais ce secteur-là, qui est un des secteurs moteurs, je dirais, pour relancer l'emploi, et c'est là où je vais plus ou moins m'arrêter là-dessus. Je reconnais qu'il y a des choses qui sont en train d'être faites. Je parle en termes d'infrastructure. Donc, on n'a pas besoin d'être un devin pour, ou je ne sais quelle espèce je dirais, de marabout pour deviner que les choses se font ou ne se font pas. Les choses se font, je le reconnais. Mais est-ce qu'il y a un réel impact, comme il y a ailleurs, de travaux de réfection de routes ou de construction de routes sur l'emploi des Congolais? Et c'est ça le véritable problème. Pourquoi je le dis? Parce que la plupart de ces infrastructures sont réalisées par des sociétés étrangères. Et ça, c'est votre regard sur ce qui s'est fait, qui se fait ou qui se fait? Je regarde ce qui se fait, oui. Je regarde ce qui se fait, et en même temps, je dirais qu'il faut avoir une vision prospective par rapport à ce qui pourrait être fait et voir ce qui serait mieux de faire. Le problème n'est pas seulement de regarder et d'applaudir, mais de dire, voilà, là, on pourrait faire ceci. Moi, j'aimerais que les travaux sur ces infrastructures aient un impact réel sur l'emploi des Congolais. Qu'on embauche des manœuvres, ou des maçons ou consorts sur un chantier, reconstruction de routes ou d'hôpitaux, d'aéroports et consorts, mais est-ce que ces emplois sont des emplois formels? Pourquoi j'utilise le terme formel? C'est-à-dire, est-ce que les personnes embauchées, les Congolais qui doivent bénéficier, certes, de ces infrastructures, mais qui en même temps bénéficient de l'emploi, est-ce que ces emplois répondent à la législation congolaise? Est-ce que les Congolais embauchés qui sont en contrat précaire, c'est-à-dire sur des contrats à durée déterminée, est-ce que leurs contrats sont visés par les autorités concernées et permettent qu'il y ait, par exemple, des cotisations pour la retraite des Congolais qui travaillent sur ces chantiers? Parce que vous savez, ailleurs, quand il y a un contrat de ce type, quand il y a des contrats de ce type, où on fait bénéficier à des entreprises étrangères la construction de certaines infrastructures, ce qu'on demande à ces entreprises, quels que soient, je dirais, les avantages qu'on peut leur accorder en matière fiscale et consorts, mais quand même, en termes de législation du travail, qu'ils puissent protéger le personnel qui est embauché localement. Et moi, je pense que l'État aurait à y gagner si ces emplois étaient des emplois, je dirais, contrôlés, si ces travailleurs avaient des contrats, je dirais, et qui respectaient la législation au Congo en termes de retraite. Est-ce qu'il y a des cotisations retraite par rapport à ça? J'espère qu'ils ne sont pas exonérés pour ça, n'est-ce pas? Est-ce que ces entreprises-là protègent les droits sociaux des Congolais? Ça, il faut vérifier. Pourquoi? Parce que c'est un moteur de développement du Congo, c'est un moteur de la croissance du Congo. Jean-Pierre Kalota, vous étiez en train de démontrer que l'axe infrastructure routière, pont, construction de chemin de fer, c'est un secteur pourvoyeur des emplois en République démocratique du Congo. Vous étiez en train de déplorer quand même ce qui se fait, malheureusement, ça n'amène pas d'emploi formel, vous le disiez tout à l'heure.
Oui, absolument, parce que le problème des infrastructures dans un pays, de la construction dans un pays, c'est pourvoyeur d'emplois, et même d'emplois indirects. C'est un moteur de croissance, si vous voulez. Parce que pourquoi? Parce que ces personnes qui travaillent, c'est les fournisseurs et consorts, eux-mêmes génèrent d'autres emplois, c'est de la richesse qui est générée, et c'est de la consommation dans divers domaines du pays. Et que, bon, ce serait le cas aussi si il y avait construction d'un chemin de fer, que nous attendons, parce que le Congo a vraiment besoin d'un chemin de fer pour, je dirais, l'évacuation non seulement des minerais du Katanga vers un port que j'espère qui viendrait bientôt à Banana, n'est-ce pas? Mais il faut un chemin de fer, la réfection des routes, ports et aéroports, tout cela, c'est générateur d'emplois. Mais le problème qui est là, c'est que ce soit les Chinois ou bref, quelque autre nationalité de ces entreprises qui œuvrent dans le cadre de ces infrastructures, nous avons besoin, nous, Congolais, qu'il y ait transfert de compétences. Parce que les Congolais, qu'ils soient ouvriers, maçons, quel que soit son niveau de compétence ou son niveau par rapport à son intervention dans ce type de chantier, qu'ils soient formés au travers, je dirais, de ces travaux aux standards internationaux. Et c'est ça qui est important. Mais quand on parle d'emploi, mais ces Congolais travaillant dans ces secteurs-là, quel est leur type de contrat? Dans le volet emploi, toujours dans le cadre des... Justement, ça c'est le deuxième axe de 5 chantiers. Oui. Alors, quelle est la situation aujourd'hui? Nous commençons par l'état des lieux dans ce secteur de l'emploi en République démocratique du Congo depuis 2006-2007, l'année du premier quinquennat du président Joseph Kabila. Non, à voir comment ces choses sont tellement liées, n'est-ce pas, quand on parle d'infrastructure, de l'autre côté emploi. Le constat en 2006-2007 était que, et même c'était issu du document de stratégie pour la réduction de la pauvreté au Congo, le DSRP, le problème c'est qu'au Congo, on constate qu'il y a 4% de la population active au Congo qui occupe un travail formel, que ce soit en tant que fonctionnaire, dans les entreprises para-étatiques, ou au travers des différentes entreprises, je dirais, qui ont pignon sur rue au Congo, à Kinshasa et ailleurs. Mais le problème est que... Est-ce que les choses n'ont pas changé quand même après 5 ans du premier quinquennat, en fait 5 ans de mandat du président Joseph Kabila et toutes les institutions du pays? Est-ce que la situation est restée statique comme en 2006? C'est vrai qu'il y a eu une volonté de changement au travers la réorganisation de l'ONEM, hein, l'Office national de l'emploi, ou la réorganisation de l'INSS. C'est bien. C'est bien de créer une structure où les personnes à la recherche de l'emploi iraient non seulement s'informer par rapport aux différentes offres qu'il peut y avoir, ou du moins qu'on leur apprenne à la limite les techniques de recherche d'emploi et consorts. C'est vrai qu'au travers de l'Institut national de préparation professionnelle, il y a des actes, des choses qui sont en train d'être faites, mais au Congo, le problème de l'emploi reste crucial. Pourquoi? Parce que plus de 80% de l'emploi au Congo est informel. C'est-à-dire que cet emploi-là n'entre pas dans le cadre des calculs économiques du PIB au Congo. C'est de l'emploi parce que si cet emploi était formel, justement, quelles sont les retombées que le pays allait enregistrer, des retombées positives sur le plan du PIB? Énorme. Déjà, il y aurait l'augmentation du PIB et je dirais ces emplois formalisés. Bon, je vais tout à l'heure donner à peu près quelques propositions ou du moins quelques axes de travail, quelques idées, mais toujours est-il que c'est pourvoyeur de richesse au Congo. Non seulement pourvoyeur de richesse, quand on parle d'emploi, on parle de protection sociale. Tout à l'heure, j'ai parlé de l'INSS, c'est vrai qu'il y a une réforme qui est faite, mais vous savez que sur les 9 points de couverture en termes universels sur le plan de la sécurité sociale, l'INSS, ou en tout cas le Congo, n'en couvre que 2. Il y a les pensions de retraite et je dirais quelques accidents de travail liés, sauf peut-être au Katanga, où l'INSS, je crois, mais ça doit être vrai, il y a une prestation d'allocation familiale, bon, parce qu'il y a beaucoup plus d'entreprises installées là-bas, et cette cotisation étant prélevée au niveau des entreprises, effectivement, l'INSS verse des allocations familiales. Mais pour le reste du Congo, cela ne peut pas être fait, tout simplement parce qu'il n'y a pas suffisamment d'entreprises au Congo, donc pas suffisamment de cotisations. Or, nous avons un vivier d'emploi.
Je parle du vide d'emploi en termes informels, tout simplement. Quelqu'un qui aurait un magasin à la Cité ou même une petite boutique ou une terrasse qui emploierait, je dirais, un employé dans ce cadre-là. Pourquoi ne pas créer ce que je peux appeler un espèce de chèque service emploi? Cela signifie quoi? Voilà, je m'explique. C'est-à-dire, bon, d'un côté, on veut formaliser, c'est-à-dire sortir de l'informel pour donner une certaine protection sociale. Parce que quand on parle de protection sociale pour les travailleurs, vous savez que si vous avez un personnel de maison chez vous et que vous l'employez, ce personnel de maison, pour sa retraite, n'a rien. Et absolument rien. C'est-à-dire qu'il n'entre même pas dans les statistiques de calcul de l'INSS. Pourquoi? Parce que vous ne cotisez pas pour ce personnel. Que ce soit dans les petites terrasses que nous voyons à la Cité, les petites boutiques, ce personnel ne cotise pas. Parce que, au Congo, jusque-là, les cotisations, en tout cas pour ce type de métier, sont volontaires. Mais pourquoi, justement, ne pas créer l'espèce de chèque service emploi tout en réduisant les formalités? C'est-à-dire que, bon, on peut avoir peur de dire, bon, si l'État commence à mettre le nez dans ce qu'on considère comme étant de la débrouillardise, mais il faudrait que nous changions de mentalité pour ce qui est considéré encore aujourd'hui comme étant débrouillardise, mais qui, en fait, est pourvoyeur d'emploi, parce que ces personnes travaillent, sont rémunérées, ces personnes consomment, ils participent à la vie économique, même souterraine, mais ils participent à la vie économique du Congo. Pourquoi ne pas faire en sorte que ce personnel, ce type d'employés, pour ce type de boutique, tout à l'heure j'ai parlé d'employés de maison, puissent bénéficier d'une certaine couverture sociale? Comment? Avec les chèques emploi-service, qu'est-ce qu'on ferait? On ferait que, je donne tout à fait un exemple, un personnel qui serait payé, je ne sais pas, $80 par mois, pourquoi l'employeur ne payerait pas un peu plus, 95 ou 100? Comment? Il se ferait inscrire auprès de l'INSS, où il aura un numéro, n'est-ce pas? L'employé serait payé par un espèce de chèque-service qui reprendrait les coordonnées de la personne avec un numéro qui lui est octroyé, un numéro de sécurité sociale, en même temps un équivalent de guichet unique. Et en payant ces $95, je donne un exemple, mais après on peut discuter des montants et consorts, l'employé recevra ces $80 de salaire et les $15 serviraient à financer une future retraite pour cet employé. En même temps, voilà ce personnel être enregistré dans les statistiques de l'INSS, entrer plus ou moins, sortir du secteur informel de l'économie pour aller dans le secteur formel, et l'État aurait à y gagner. Parce que d'un côté, il y a une solidarité nationale. Quand on parle de retraite, quand on parle de sécurité nationale, sécurité sociale, c'est une forme de solidarité au niveau national. Voilà. Donc ce personnel, de cette façon, cotiserait pour une retraite, pourrait cotiser pour une sécurité sociale, en ce sens que, toujours en prenant l'exemple de ce personnel, ils n'ont aucune couverture médicale. Dans les 5 chantiers, il y a les hôpitaux. On construit des hôpitaux. Bon, voilà l'hôpital du Cinquantenaire. Croyez-vous que tous les Congolais seront en mesure d'être soignés dans ces hôpitaux? Les infrastructures, c'est bien, mais il faut les maintenir. Il faut renouveler le matériel. Les médicaments, il faudra racheter. Donc, ça sera toujours sur le budget du gouvernement. Comment financer cette santé? Donc on reparle de la sécurité sociale, on reparle des emplois. S'il n'y a pas un système social de financement de la santé au Congo, on ira à l'échec. Tout simplement, on aura des beaux hôpitaux durant un moment, mais pour le renouvellement de ce matériel, pour les soins, les médicaments et consorts, il y aura à chaque fois un problème. Donc, l'idée est simple, c'est d'éviter, bien sûr, qu'il y ait de la paperasse, mais petit à petit, en informant, avec des séminaires de formation, tout un programme, je dirais, de vulgarisation pour expliquer à la population, expliquer aux différents acteurs économiques informels la nécessité, l'importance d'une telle couverture. Et en même temps, ça permet de faire entrer de l'argent dans les caisses de l'État. Parce qu'il y aurait peut-être un prélèvement $1 par mois et par salarié informel, entre guillemets, dans les caisses de l'État, pour les impôts, par exemple. Donc, je crois que le Congolais n'est pas si bête que ça. Ce qu'attendent les Congolais, c'est d'avoir un emploi stable, où il est rémunéré régulièrement, quel que soit le salaire. Le Congolais n'a pas forcément besoin, on ne demande pas de gagner des millions.
mais d'être respecté dans son travail. Le travail, c'est un droit, d'accord? Mais en même temps, celui qui travaille mérite un salaire, qu'il soit payé régulièrement, qu'il soit payé correctement. C'est ce qu'ils attendent. Mais pour cela, il y a une frange de la population qui, aujourd'hui, n'a aucune couverture sociale. C'est vrai qu'il y a la solidarité africaine, dès qu'il y a tel frère qui est malade, tout le monde se cotise, mais avec les temps qui courent, c'est difficile. Donc, il faut réfléchir à cela. Donc, quand on parle des 5 chantiers, vous savez, c'est un tout, en tout cas, à mon avis, et j'espère que ceux qui l'ont conçu et ceux qui le conçoivent le voient en tant que tel. On a parlé d'infrastructure, là, on parle d'emploi, et du coup, on touche aux aspects sociaux, on touche à la santé des Congolais. Les hôpitaux sont construits, mais il faudra les financer à un moment donné. Revoir le système de sécurité sociale au Congo. Alors Jean-Pierre Kalota, on verra comment l'État pourrait justement matérialiser une telle idée. Et là, ça pourra nous permettre également d'aborder le volet éducation, le volet eau, électricité et tant d'autres accents des 5 chantiers de la République aujourd'hui qui continuent à travers ce qu'on appelle la révolution de la modernité, le nouveau concept qui résume justement la vision de Joseph Kabila pour le Congo, un Congo qui sera au finish un pays émergent. En deux mots, un message, parce que nous aurons un deuxième numéro consacré justement à cette approche. Et je veux attirer l'attention des pouvoirs publics. C'est que les Congolais vous regardent, vous décideurs. On a parlé des 5 chantiers, on parle de révolution de la modernité, mais les Congolais veulent des actes concrets. Je reconnais que sur le plan